Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous propose qu'on démarre du coup, puisqu'il est Oui, 11 heures. Bienvenue à tous à ce troisième rendez-vous du réseau de notre saison 3. Le rendez-vous du réseau, donc notre webinaire mensuel à destination des membres du réseau Fun. Aujourd'hui, donc, on vous accueille avec un thème assez particulier, très intéressant, qui est donc optimiser l'engagement de vos apprenants. Alors, on accueille donc 2 intervenants, donc Karine Canard, qui est chargée de communication pour la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation à l'université de Bonjour. Grenoble-Alpes. Et Emmanuel Burguette, donc, qui est doctorant en 3e année de sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Haute-Alsace, donc à Mulhouse. Et donc, vous avez aussi Girasri de l'équipe Fun, donc, qui va se charger de la modération donc, dans le chat, mais également des sondages. Donc, du coup, là, vous avez un chat, donc vous êtes tous en train d'écrire bonjour, où vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau et nos intervenants vont y répondre après leur présentation. Aussi, vous allez avoir des sondages en cours de présentation. Vous allez être invité à y répondre. On va les dépouiller également. Et du coup, nos intervenants vont en discuter avec vous. En ce qui concerne donc le PDF de présentation, normalement, vous l'avez également téléchargeable dans le chat. Donc, vous pouvez le télécharger pour pouvoir le consulter plus tard en cliquant tout simplement dessus. Aussi, on va vous envoyer donc à la suite de ce webinaire le lien de la vidéo en replay que vous pourrez donc consulter si vous le souhaitez après le webinaire. Du coup, j'ai beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Karine qui va commencer donc la présentation. Bonjour. Eh bien, je suis très heureuse de participer au réseau de Fun déjà. Et donc, je travaille depuis 2015 à l'université Grenoble-Alpes et donc notamment pour accompagner les équipes pédagogiques et techniques dans le community management des MOOC. Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'engagement de ma place de community manager. Donc, je commence déjà par un petit sondage pour essayer de savoir si certaines et certains d'entre vous utilisent déjà des méthodes de community management dans leur MOOC et lesquelles, et voir comment on pourra échanger à ce sujet-là. Donc, je vous laisse répondre. Donc, réponse A, donner le ton du MOOC. Tout ce qui est charte éditoriale et ligne éditoriale. B, attiser la curiosité avec des images. C, instaurer une atmosphère bienveillante au sein de la communauté. D, donner de l'importance aux apprenants. Et E, rencontrer la communauté en direct. pour l'instant, on a environ 50% de réponses. On attend un peu. Ouais. 56. En tout cas, c'est sympa. On voit qu'il y a plutôt une atmosphère bienveillante. On se sent en confiance. OK. Peut-être on a 60% de vote. Ça vous va, Karine? Oui, c'est très bien. OK. Ouais. Bon, je vais mettre fin du vote. Mm. Partager les résultats. Voilà. OK, super. Super, parce que du coup, on voit que a priori, tout le monde utilise un peu toutes ces méthodes-là. Je vais en parler plus longuement dans la suite de la présentation. Instaurer une atmosphère bienveillante, en effet, on imagine tous que ça fait quand même plus plaisir de se connecter à un cours en ligne quand on est en confiance sur la plateforme et qu'on sait qu'on va être lu, écouté et qu'on est accompagné dans notre apprentissage.
Nous, du coup, à la DAPI, pour s'adapter justement au profil hétérogène de nos publics cibles de ces MOOC, en général, on utilise un peu toutes ces méthodes. Et donc, je vais revenir précisément avec des exemples plutôt concrets de ce qu'on a pu mettre en place. Voilà. Je vous laisse partager Donc, l'écran. Oui. J'ai arrêté le sondage. Ah, du coup, il faut que je repartage mon écran? Ouais. Ouais. D'accord. Alors, hop, ouvrir. Hop là. C'est parfait, C'est merci. tout bon? Oui. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc, je voulais préciser qu'en tant que community manager, lorsque je souhaite engager les apprenants, je cherche à impliquer chaque apprenant pour qu'ils se sentent appartenir à la communauté du MOOC qu'ils sont en train de suivre. Voilà. C'est la définition générale que j'en fais. Donc dans ce community management, il y a 3 temps forts. Je considère qu'il faut travailler l'engagement avant le MOOC, pendant le MOOC et après le MOOC. Et donc, en général, on commence à penser le community management dès la phase de conception du MOOC, lorsqu'on rencontre l'équipe pédagogique. Donc au même titre que mes collègues ingénieurs pédagogiques et de l'audiovisuel, je commence dès le début à leur parler de l'animation qu'il y a à penser autour du MOOC. Donc quand on parle du community management avant le MOOC, c'est plutôt l'enjeu qui est de donner envie de s'inscrire au MOOC, voilà. Donc je prépare des relations presse, avec un communiqué de presse qui sera diffusé au réseau, des enseignants-chercheurs du MOOC, à une liste de médias spécialisés et la direction de la communication de l'UGA se charge, elle, de la diffusion plutôt aux médias, généralistes. À l'approche du MOOC et des inscriptions, on diffuse donc le teaser, et on profite aussi du premier jour des inscriptions d'un MOOC pour organiser des conférences, pour mobiliser des acteurs du thème sur le territoire et donc ça, je reviendrai plus précisément, au cours de la présentation. S'enchaîne, aussi la communication plus régulière sur les réseaux sociaux pour promouvoir le MOOC jusqu'au premier jour de lancement du cours et même jusqu'à la limite d'inscription. Et donc pour ça, je travaille avec les réalisateurs audiovisuels pour, publier des campagnes Instagram, alimenter le fil Twitter et cetera avec des modules bien spécifiques au thème de chaque semaine, quoi. Voilà. Quand je dis, community management pendant le MOOC, l'enjeu est plutôt de maintenir la motivation des apprenants jusqu'au bout du MOOC. Donc nos MOOC, ils sont bien ouverts un module après l'autre d'une semaine à l'autre pendant 5 à 6 semaines et chaque thème, de chaque semaine est une source d'inspiration pour réfléchir à la veille et trouver des idées pour, attiser la curiosité des apprenants. Et après le MOOC, alors là, l'enjeu serait de fidéliser les apprenants de nos MOOC les plus motivés pour leur donner, un autre rôle sur, des sessions suivantes, par exemple, du MOOC. Mais là, je n'ai encore trouvé aucune idée pour garder contact avec les apprenants et donc, cela m'intéresse de connaître vos expériences, dans les discussions prévues à la fin de ma présentation, par exemple. Voilà. Donc, en gros, donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter 3 méthodes qu'on utilise sur chacun de nos MOOC. C'est notre petite, touche personnalisée, de la DAPI, donc de la Direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc les mailings de motivation, appelés mardi motive et vendredi récap. Donc les mardis motive en début de semaine, bien entendu, à l'ouverture du cours et les résumés proposés en fin de semaine qu'on appelle vendredi récap. Je me baserai sur, l'expérience du MOOC des neurones à la psyché, une introduction au réseau de neurones artificiels. Dans un deuxième temps, la personnalisation de nos MOOC, pour humaniser en fait l'équipe technique et on a pu, tester, cette technique au sein du MOOC Femmes et territoires ruraux en Europe. Et dans une troisième partie donc, tout ce qu'on a pu, créer comme relation partenariale et en particulier pour, le MOOC développement de l'adolescent. Alors, concernant les mailings, donc les mardis motives et vendredi récap, c'est une petite invention de ma part. Je l'ai conçu avec l'équipe pédagogique et donc je demande à chaque enseignant
du MOOC de penser à des contenus complémentaires qui sont disponibles sur internet, sous différents formats. Donc ça peut être, des podcasts, des BD, des illustrations, des articles aussi vulgarisés qui existent aussi sur le thème du MOOC. Et donc c'est ce travail collectif de veille qui va être diffusé au sein des mailings et des infos du cours de Fun. On dédouble pour, être sûr que ceux qui reçoivent pas les mails, ils voient bien les infos du cours et cetera. Et donc tout ça pour motiver les apprenants à continuer à suivre notre MOOC jusqu'au bout. Donc voilà, c'est la régularité, là, par semaine, d'en avoir 2 par semaine. Hem, donc les mardis motivent, en voilà un. En gros, c'est donc un mail qu'on envoie pour motiver les apprenants, donc le jour de l'ouverture du cours. Et donc on voit bien qu'il y a, donc souvent il y a l'introduction du cours, le thème de la semaine avec un sommaire précis et le tout, toujours accompagné d'une BD ou d'une illustration qui accompagne, ce sujet-là sur ce sujet-là. Donc là, par exemple, c'est, un extrait de l'épisode de Tu mourras moins bête, sur la mémoire. Et donc on les mène à aller, juste, par curiosité voir, ce thème-là. Hem, pour les vendredis récap, donc vous pouvez voir, j'utilise l'outil Padlet que j'intègre aussi dans les mailings. Et donc c'est un résumé de la semaine, mais c'est aussi et surtout c'est aussi un moyen de redonner de donner la parole aux apprenants qui ont discuté sur le forum. Donc je valorise les échanges qui ont lieu dans le forum et donc on leur montre qu'on prend en compte ce qu'ils nous disent, quoi, le contenu pédagogique qu'ils apportent. Souvent ils donnent des informations complémentaires, ils se donnent des réponses, donc on les valorise dans ce Padlet. J'en profite aussi pour mettre 2 ou 3 idées, clés de la semaine en avant et ça permet de refaire vivre la bibliographie de l'enseignant, qui a été proposée. C'est une veille qui est très appréciée par les apprenants et qui vient vraiment enrichir le cours si un apprenant veut aller plus loin. Voilà, ça fait un petit deuxième niveau, et cetera. Et donc en fait, ce Padlet, il est vraiment validé par les enseignants. Avant la publication de mon Padlet, je leur renvoie une fois qu'il a été mis à jour avec, les paroles d'apprenants, mais surtout on le prépare bien avant. On le prépare, au moment, de la scénarisation du MOOC. L'objectif, c'est donc de guider, l'apprenant, de le rassurer et donc d'instaurer une ambiance d'apprentissage bienveillante. Voilà. Pour notre deuxième outil, on va dire, de community management qu'on utilise, donc en fait, c'est propre à notre équipe. On avait envie de personnaliser nos MOOC et de les rendre, sympas, un peu comme l'esprit d'équipe qui nous guide. Et donc la cette humanisation de l'équipe technique, elle se fait avec eux parce qu'en fait, on imagine une charte graphique à partir de l'ambiance aussi que l'on peut ressentir avec les enseignants, à partir du thème, du réalisateur audiovisuel qui va être missionné sur ce MOOC. Et donc cette charte graphique, elle est, déployée dans les teasers, tout au long du MOOC et l'idée est de trouver un état d'esprit qui guide notre manière d'interagir avec les apprenants. Et donc, par exemple, pour, le MOOC sur, des femmes et territoires ruraux en Europe, donc on voit bien qu'il y a une charte graphique là qui a été créée sur l'image de gauche avec, une couleur par semaine, par chapitre. Et ces couleurs, en fait, on les retrouve, dans la production de nos contenus sur chaque semaine, aussi sur les réseaux sociaux, dans les campagnes Instagram et sur les fils Twitter. Donc cette charte, voilà, elle propose aussi ces visages et ces visages, ils sont réutilisés, pour le titrage des intervenants dans le MOOC. Comme ce MOOC, il avait pour objectif de créer un réseau européen, on a aussi joué donc sur les liens humains entre nous et donc par exemple, on voit là,
On a l'ingénieur pédagogique, les 2 réalisateurs audiovisuels qui étaient sur ce MOOC, qui disent merci aux apprenants qui sont allés jusqu'au bout du MOOC. Ensuite, vous pouvez voir que ce travail de réalisation, du coup, hem, il est produit à partir de cette même charte graphique. Donc ce MOOC, il avait lieu dans 3 territoires d'Europe. On a pensé à faire un reportage lors des tournages pour faire voyager les apprenants du MOOC et on a mis en scène, du coup, nos tournages avec la charte, donc la couleur par semaine et on proposait ces contenus dans les mardis motives afin de promouvoir les vidéos de témoignages qu'on a pu, qu'on leur présente pendant la semaine. On met en scène donc le tournage en montrant le backstage avec, les techniciens audiovisuels qui sont en train de filmer, les femmes qui témoignent dans leur, contexte de travail et c'est un fil rouge qu'on aime utiliser pour rendre, plus humain, ces vidéos que les apprenants, ont en masse dans les MOOC. Ça nous permet aussi de mettre un peu nos visages sur, les noms des personnes qui leur répondent sur le forum. Alors en continuant sur ce fil rouge-là qui était de voyager à travers ce MOOC, c'est, c'est aussi en fait un moyen pour nous de nous inspirer pour proposer des activités plus collectives, participatives et en fait, là, on proposait une carte collaborative qui aide en fait à créer une dynamique de groupe au sein du forum, de se partager des idées et cetera. Donc c'est, une, activité qui a été réfléchie avec l'ingénieur pédagogique du MOOC. Elle était facultative, mais chaque participante pouvait ajouter des initiatives menées sur son territoire, chaque semaine selon le thème de la semaine. On posait des questions et du coup la carte, elle s'enrichit tout au long du MOOC. Donc là, notre objectif, c'était bien de jouer donc sur l'affect, de créer de l'émotion, de voilà, de se montrer qui on est réellement dans notre quotidien et Emmanuel, il en parlera, par la suite de cet objectif-là. Les relations partenariales, donc ça, c'est notre troisième outil. Comme on va le voir avec la présentation de Emmanuel, juste après moi, on a pu constater en fait que proposer des pauses entre les vidéos pédagogiques avait du bon et pour cela, donc on fouille un peu le web pour trouver, des idées pour illustrer les théories universitaires avec d'autres points de vue. Et donc là, on a, dans le MOOC développement de l'adolescent, on a pu signer un partenariat avec un artiste, ce qui a permis d'enrichir, les contenus du MOOC, en donnant la parole aux adolescents qui sont en fait les plus concernés par ce MOOC. Hem, hop, voilà et donc ces relations partenariales, donc en f elles ont permis, d'enrichir les contenus de ce MOOC grâce à la web série qui a été réalisée par, Irvine Annex et donc qui met en scène des adolescents qui lisent des lettres d'autres adolescents et qui réagissent devant la caméra. Et en fait, l'enseignante a, sélectionné des vidéos de témoignages d'adolescents, une par semaine pour chacun des thèmes de son MOOC et ces vidéos étaient donc intégrées au sein du MOOC après les vidéos pédagogiques. Et donc, elles nous permettaient de faire, du lien, avec le forum pour, lancer les échanges à partir de ces vidéos. Et donc, concrètement, donc là, vous pouvez voir, on les intégrait aussi au mailing là, au mailing de Mardi Motif pour expliquer ce qui allait se passer dans la semaine et on les invitait à cliquer directement aussi vers le forum. Voilà. Cette convention qu'on a pu signer avec la maison de production, narrative, elle nous a coûté donc 1 000 € pour bénéficier de toutes les vidéos, qu'on avait sélectionnées et aujourd'hui, l'enseignante, elle travaille toujours avec l'artiste et elle suit son projet, du coup. Voilà. Alors, oups, oui
Et donc, c'est un partenariat qui nous a aussi permis en fait, qui nous a donné l'idée de faire vivre le MOOC hors de la plateforme Fun. On a eu l'idée d'organiser une conférence, sous format de table ronde avec justement l'artiste, qui est venu, rencontrer l'enseignante, l'éditeur, du livre, de la chercheure sur ce thème et des intervenants qui représentaient un échantillon du public ciblé par ce MOOC sur notre territoire. Et donc cette conférence, elle a été organisée le premier jour du lancement des inscriptions au MOOC et ça nous a fait une bonne promotion. Et en fait, on avait quand même cet objectif aussi d'ancrer, notre MOOC sur le territoire. Ça valorisait l'application en fait des théories universitaires, au quotidien avec des professionnels de terrain qui parlent du sujet. Ça rend concret, ces MOOC qui sont, une effervescence de contenu théorique. Voilà. Et donc je terminerai avec, une idée à retenir et donc cette idée que je voulais vous transmettre, c'est que mon travail de community management, c'est bien qu'il est intégré au travail de notre équipe pluridisciplinaire lors de la scénarisation du MOOC. Et d'ailleurs, on peut le voir que, on a pu voir, Emmanuel, la semaine dernière qui nous a présenté son kit de scénarisation des MOOC et on a pu intégrer le community management et il s'est modélisé, en fait, avec son outil et donc vous verrez, ça a bien fonctionné, ça nous a bien convaincus. Merci Emmanuel. J'étais contente de voir que le community management avait sa place et donc ça nous montre bien que le community management, il participe à la pédagogie active développée dans le scénario du cours des MOOC qu'on propose. Voilà, bah, je vais te laisser la parole, Emmanuel. Merci Karine. Alors je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Alors il faudra que tu me laisses le partage d'écran, je pense, pour ensuite. Oui. Hop. Alors. Merci en tout cas à tous de m'avoir écouté. Alors, écoute, merci Karine, merci à France Université Numérique de m'avoir invité à cet événement. Donc, effectivement, on va pouvoir s'appuyer sur le témoignage de Karine aussi pour illustrer la présentation que je vais faire. Elle a bien abordé tout un tas de dimensions de la scénarisation pédagogique et justement, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, c'est essayer d'optimiser donc l'engagement des apprenants à partir de la scénarisation pédagogique, mais basé sur ce qu'on appelle le micro-learning, en tout cas le plus souvent possible. Alors, j'aurais aimé que dans le chat, vous puissiez déjà peut-être me donner quelles sont un peu vos représentations de micro-learning et est-ce que c'est déjà un mot que vous avez, donc que vous connaissez? Est-ce que c'est un concept que vous utilisez? Et peut-être si vous pouviez donner une petite définition dans le chat, ça nous permettra de rebondir ensuite, après la présentation, sur tous vos commentaires. Donc, ce sera intéressant pour nous. Donc, Bertrand nous dit que ce sont des modules très courts. Voilà, format pédagogique court pour Mathilde. Très bien. Donc, voilà, on va essayer de définir ça tous ensemble. Ça tombe bien. Donc, l'objectif de mon intervention, alors je vous propose d'abord, c'est de découvrir justement une méthodologie de scénarisation. On va s'appuyer justement sur ce que vous dites dans le chat, hein, c'est-à-dire on va essayer de voir comment on peut découper un contenu, on va voir comment va pouvoir tout scénariser et en intégrant aussi, comme le disait Karine, le community management. Et on va voir si on peut utiliser le micro-learning. En tout cas, on va essayer de voir comment on peut optimiser notre scénarisation avec le micro-learning de temps en temps. Et l'idée, ça va être de créer un modèle, en fait, une modélisation d'un MOOC. Alors, il se trouve que je travaille, ma thèse donc porte sur ça, sur la modélisation des MOOC pour essayer d'améliorer l'engagement. Donc, l'engagement, puisqu'on en parle, je vous propose, pour que ce soit un peu opérationnel, qu'on puisse utiliser une définition, qu'on cadre bien donc cette présentation. Donc, vous êtes en train de lire, je pense, la définition. Et le mot important, c'est le mot implication. Alors, parce que l'implication, elle va commencer dès l'acte d'entrée.
hein. Vous avez vu, Karine a bien précisé que c'était très important de préparer justement le fait que les personnes puissent entrer dans le MOOC, hein, avec justement le community management. Et après, l'intérêt, c'est d'essayer de les impliquer, en fait, de les laisser, enfin, de pouvoir avoir les apprenants qui persistent dans l'effort tout au long du processus d'apprentissage. Donc, vous avez vu qu'il y avait avant le MOOC, pendant le MOOC et après le MOOC, donc 3 périodes importantes, hein, dont nous a parlé Karine. Et nous, ce qui nous intéresse donc dans l'engagement, c'est justement pouvoir déclencher cette inscription et ensuite pouvoir donc avoir des apprenants qui soient engagés pendant le MOOC et si possible après le MOOC en fonction des stratégies que l'on veut avoir. Alors là, on va faire une représentation graphique un peu originale d'un MOOC pour voir la structure d'un MOOC. En fait, quand on représente comme ça un MOOC, on pense à un contenu disciplinaire. Et là, j'ai représenté une sorte de plaque de chocolat parce qu'en fait, le contenu disciplinaire, si on prend l'analogie du chocolat, c'est plein de petits morceaux que l'on pourrait découper. Alors, des fois, dans les MOOC, on verra qu'il n'est pas forcément très découpé, que ces plaques de chocolat ne sont pas forcément très découpées. Et vous voyez, il y a l'analogie, elle est assez importante, puisqu'on voit finalement qu'un MOOC, c'est plein d'activités comme ça qui vont se suivre, qui risquent parfois d'être, d'ailleurs peut-être souvent, qui risquent d'être les mêmes. Et nous, on va essayer de voir comment on va pouvoir essayer de diversifier ces activités, de les distribuer. Hein, comme disait Karine, on peut avoir des vidéos pédagogiques, mais on peut aussi avoir des BD, des choses comme ça. Alors, dans les MOOC, effectivement, ce qu'on a aussi, c'est souvent c'est aussi de l'évaluation. Et l'évaluation est souvent dans les MOOC formatives, donc après chaque activité. Et souvent, on voit une vidéo avec une évaluation qui est automatisée, qui permet comme ça de vérifier le plus souvent que l'apprenant a bien suivi donc, cette vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est un format qui est assez classique, mais qui peut paraître justement peut-être un peu trop massif parfois. Donc là, l'idée, ça va être de voir comment on peut réfléchir à cette distribution d'activités. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué, c'est-à-dire qu'on va essayer de découper ce contenu disciplinaire, cette plaque de chocolat, en plein de petits morceaux pour essayer de le rendre finalement plus digeste. On oppose à l'apprentissage massé. Alors dans un MOOC, on a un titre, on a souvent des semaines, des modules, hein, des séquences, ça a des noms différents en fonction des équipes. On retrouve le teaser, très important, avant le MOOC, hein, dont a parlé Karine. C'est quelque chose qui va permettre justement de déclencher l'inscription, souvent. On va avoir un forum et on a chez Fun des open badges, c'est récent, qui remplacent maintenant les attestations et les certificats. Et une des caractéristiques du MOOC, la plupart du temps, c'est que l'on a des objectifs qui sont définis donc souvent en début de semaine, hein, il peut y avoir des objectifs intermédiaires, et on a une évaluation. Et ça veut dire qu'on est dans une pédagogie de maîtrise, en sachant que la pédagogie de maîtrise, normalement, elle est faite pour un groupe qui est homogène, ce qui n'est pas toujours le cas des MOOC, ce qui peut poser de temps en temps problème. Donc là, on pourrait imaginer que la scénarisation puisse essayer justement de pallier à ce problème. Alors, on parlait des différentes activités, vous voyez, les petites cases grises, et bien souvent dans les MOOC, ce qu'on voit, hein, dans ma thèse, j'ai étudié beaucoup de MOOC de l'année 2020, à peu près 300, et on retrouve cette structure de manière assez fréquente, et bien on voit souvent qu'il y a donc beaucoup en fait de vidéos, et qu'il y a souvent pratiquement que des vidéos, et que c'est souvent du court transmissif, ce qui peut donner l'impression que finalement, on est sur quelque chose qui est relativement peu découpé, et que l'attention n'est pas forcément toujours renouvelée. Hein, d'où l'idée de Karine, justement, de pouvoir moduler hein, un peu l'attention, changer les rythmes, avec, pourquoi pas, des BD, les mots d'ado, etc. Et donc, en fait, on pourrait imaginer donc différencier des activités qui pourraient être passives. Dans la vidéo, on sait que c'est assez passif. Hein. On peut imaginer des podcasts, du texte, etc. Varier ces activités. Et varier avec des activités qui sont à certains moments du MOOC, aussi autres, un peu plus interactives, avec par exemple du Geniali, du Flash, des choses comme ça. Donc là, on va parler de microlearning. Alors, on va voir le microlearning, hein, puisqu'il y a un peu de suspense. Je vois que dans le chat, il y a plein de bonnes voilà, de définitions plus ou moins personnelles. Eh bien, le microlearning, on voit qu'il y a pas mal donc, il a pas mal de caractéristiques. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va les détailler, après on va les simplifier. On dit que, Carla Togerson nous dit que le microlearning, c'est une expérience éducative, c'est très large, qui est courte, et elle dit qu'elle peut être ciblée et efficace.
Alors, quand on parle d'expérience éducative, eh bien, en fait, il faut penser qu'on n'est pas que dans du formel, on n'est pas que dans du top-down, on est aussi dans quelque chose qui peut être bottom-up, notamment, comme dans les forums, il va y avoir des petits échanges comme ça qui peuvent créer de la connaissance. Le microlearning, il est certainement plus dans l'informel que dans le formel, mais nous, on essaie de l'utiliser dans le formel pour profiter de ces caractéristiques qui sont intéressantes pour justement l'engagement et, on le verra, la mémorisation. La particularité, c'est que cette expérience éducative, ce petit module, hein, qui peut prendre plein de noms, capsule, grain, etc., eh bien, il est autonome. Vous le suivez, vous apprenez quelque chose. Alors, ça peut être, vous pouvez l'avoir de manière unique, seul, comme ça. Alors, ça, c'est pas le cas des MOOC, mais vous pouvez le mettre en lien. C'est ça qui va nous permettre de faire la scénarisation. On l'a vu, il peut y avoir des activités qui peuvent être actives, plus ou moins passives. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est que, en fait, comme c'est une activité qui va être autonome, comme c'est une expérience qui est autonome, eh bien, elle va être donc potentiellement unique et on va pouvoir la coder. Et comme on la codera, eh bien, on va pouvoir après faire référence à elle. Donc, vous comprendrez mieux ça juste après quand on parlera de la scénarisation. Ensuite, il y a plein de modalités de cette expérience éducative. Elles peuvent être synchrones, asynchrone, présentielle, collaborative ou non. Là, par exemple, nous, on est dans une activité qui va être synchrone, distancielle et peu collaborative, on va dire. Ensuite, une des caractéristiques principales, mais on verra, on va le voir tout de suite, qui est quand même, dont on pourra parler, je pense, des heures, hein, donc on ne pourra pas le faire, mais c'est le fait qu'elle est courte. Alors courte, c'est très contextuel parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est quelque chose de court. Hein, si vous me dites, si je vous dis 1 minute, est-ce que c'est court? Vous allez me dire peut-être oui, mais si vous restez 1 minute le doigt coincé dans une porte, vous allez vous retrouver à me dire que peut-être 1 minute c'est long. Donc vous voyez, le côté court est très contextuel. Par contre, on va essayer quand même de créer un contenu qui sera perçu comme court par les apprenants. Donc, on essaiera de vérifier quand on le peut, de manière rétrospective, que le contenu ait bien été vécu comme court, ce qui a plein d'avantages. Ensuite, on va pouvoir le cibler. Alors, nous, on a fait le choix, dans ma thèse, de cibler sur 3 objectifs qui vont être cognitifs, moteurs et affectifs. Ça va nous permettre comme ça de distribuer sur un certain nombre d'objectifs ces différentes cibles et aussi de les rendre efficaces parce qu'on va pouvoir l'aligner avec une évaluation et donc l'alignement classique de Bix, hein, où on va pouvoir aligner donc objectifs, évaluation et moyens. Alors, comme c'est très compliqué, il y a beaucoup de caractéristiques. Hein, comme le disait Karine, nous, on a fait un kit dans la thèse pour faciliter donc la mise en place de cette méthodologie au sein des équipes pédagogiques. Et on a créé une plaquette qui reprend toutes ces caractéristiques pour tout simplement soulager un petit peu notre charge cognitive quand on crée un cours. C'est déjà suffisamment complexe pour pouvoir ensuite la modéliser et en avoir une représentation graphique. Alors, on parlait du lien, hein, Karine en a beaucoup parlé. Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas un microlearning? Justement, alors on peut imaginer 2 plaques de chocolat, vous voyez, qui sont des gros morceaux, un A et un B. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire un cours de 1 heure. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait découper ce morceau, ces grosses plaques de chocolat en plein de petits morceaux. Et on va leur donner un nom, A, B, C, D, etc., pour pouvoir les identifier. Alors, c'est pratique parce que quand vous savez ce qu'il y a dans B, eh bien, dans E, vous pourrez parler de B plus facilement. Vous pourrez faire le lien directement. Pareil pour F, hein, si vous avez envie de parler de D pour faire un rappel, vous pourrez le faire. Et on sait que pour la mémorisation, c'est très important aussi, d'une activité à l'autre, mais aussi d'une semaine à l'autre, de faire des rappels. Vous identifierez, par exemple, comme vous avez identifié D, dans G, vous pourrez parler de D, etc. Et dans L, en plus, on pourra cibler, si L est en bas à droite une évaluation, on pourra exactement cibler ce sur quoi va porter l'évaluation et bien prévenir les apprenants du contenu qui sera évalué pour leur efficacité. Donc là, on a vu comment les mettre en lien, ces activités. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les mettre en valeur. C'est un peu comme une assiette d'un restaurant étoilé. On va bien la présenter pour donner envie à la personne, à l'apprenant, de venir piocher dans cette assiette-là. Donc là, on va utiliser le feedback et la régulation. Il faut savoir qu'on peut faire un feedback et une régulation. Donc avant, on parle de régulation proactive ou après, donc rétroactive, ou pendant l'activité, donc qui serait interactive. Karine en a parlé, on peut aussi travailler sur l'état d'esprit. Alors là, c'est de manière générale, pour avoir un état d'esprit positif, on va pouvoir donc avoir une action avant ou après ou pendant aussi l'activité. On va pouvoir utiliser l'évaluation formative. Alors, il se trouve que dans Fun, on utilise, les équipes utilisent beaucoup l'évaluation formative après l'expérience éducative, avec ces évaluations automatisées. Mais il faut savoir qu'on peut mettre en place aussi une évaluation avant. Hein. Par exemple, pour mettre en place pour essayer d'utiliser ce qu'on appelle le testing effect.
pour activer en fait la mémorisation chez les apprenants, pour leur demander de faire un effort en fait pour essayer de se souvenir de ce qui pourrait être important pour pouvoir ensuite mieux le mobiliser dans l'activité, ou alors identifier ça comme un besoin pour que ce soit ensuite mieux mémorisé quand on va en parler dans l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va planifier, qui est une stratégie. Et aussi, comme le disait Karine, eh bien, on ne peut pas avoir un cours qui est tout le temps intensif, soit trop passif, dans ces cas-là, eh bien, avec beaucoup de données, les gens risquent de s'endormir, soit trop actif, parce que dans ces cas-là, eh bien, on va épuiser les gens. Eh bien, il est important à certains moments de planifier, de voir quels sont les risques et de planifier les moments de pause et de changement de rythme pour que le parcours d'apprentissage de l'apprenant pendant l'activité, et bien pendant le MOOC, pendant la première semaine du MOOC, par exemple, deuxième semaine, etc., puisse être le plus tranquille possible pour ne pas l'épuiser, en fait. Et bien sûr, on cumule tout ça. On peut mettre du formatif, du mindset, etc., etc. Donc là, avec le kit, on représente ça comme ça. C'est plus simple d'avoir des pièces que l'on peut mobiliser de manière collaborative et sans ordinateur d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des pièces que l'on va avoir comme ça, en fait, qui vont être donc visuelles, qui sont des pièces comme un jeu de société, en fait, hein, pour pouvoir modéliser. Alors, donc là, on va s'amuser à modéliser un MOOC. On va reprendre les 2 premières semaines pour question de simplicité, que ça puisse bien s'afficher à l'écran. Alors, est-ce qu'on peut préciser l'état d'esprit, Ségolène? Alors, je vais le préciser si vous voulez tout à l'heure. Donc, l'état d'esprit, alors, on peut le voir sur le plan académique avec les 4 différents types d'état d'esprit. On peut le voir de manière aussi un peu plus généraliste, comme étant un peu comme un nudge ou un début, une action de la part de l'équipe enseignante pour faire positiver l'entrée, par exemple, en formation ou dédramatiser certaines choses, quoi. D'accord. Donc, j'en reparlerai juste après. Donc là, si on s'intéresse aux 2 semaines du MOOC, eh bien, on a le début du MOOC, donc on a le teaser et le mail. Donc c'est très important à prendre en charge dans le community management. C'est important que celui qui s'occupe du community management sache ce qu'il va y avoir dans le MOOC pour pouvoir mieux en parler, pour mieux communiquer dessus. On a le mail aussi de 2e semaine qu'il ne faut pas oublier, qu'on va utiliser comme un moyen de pouvoir aussi faciliter l'engagement. Et donc l'idée, ça va être maintenant de pouvoir, comme on l'a dit, rendre unique chaque activité. Et on va vouloir donc identifier en fait chacune de ces expériences éducatives pour pouvoir en faire référence, pour pouvoir y faire référence. Donc là, vous voyez, j'ai juste rajouté des codes, donc des numéros, hein. Vous pourrez vous amuser à faire ça tout à l'heure avec donc une feuille de papier et un stylo. Vous reprendrez votre formation et vous essaierez comme ça de recréer les liens qu'il va y avoir, donc qui pourrait y avoir ou qu'il n'y a pas dans les formations que vous avez déjà créées, hein, pour les analyser. Et donc l'idée, ça va être, vous voyez, par exemple dans le teaser, de directement prévoir les liens qu'il va y avoir avec le contenu. Alors le contenu, il n'est pas forcément que vers du contenu disciplinaire, c'est-à-dire c'est pas forcément que des expériences éducatives. Le teaser, il va faire référence par exemple aux objectifs, mais il va faire référence aussi aux open badges, aux certificats, parce que c'est quelque chose qui nous permettra de motiver les apprenants pour rentrer dans la formation. Ensuite, on peut imaginer donc plein de liens au travers de la formation, puisqu'on aura bien identifié chacune de ces petites parties pour pouvoir donc engager mieux les apprenants. En haut à droite, vous voyez par exemple le forum, on sait qu'on va parler dedans de certaines expériences éducatives. On sait que les évaluations, qui sont vertes à droite, eh bien, elles vont spécifiquement évaluer certaines expériences éducatives. Donc, ça peut être intéressant d'en parler peut-être avant aux apprenants pour qu'ils ne perdent pas de temps à relire des choses qui ne seront pas évaluées. Dans le mail dont parlait Karine tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir parler des expériences éducatives qu'il y aura avant, mais aussi du forum, des résultats du forum. Donc, elle utilise un Padlet, on aurait pu le coder aussi en tant qu'expérience éducative. Les gens vont faire référence à ce Padlet pour valoriser le forum. Comme ça, ils auront plus envie d'aller dans le forum parce que, eh bien, évidemment, ils savent que ce qu'ils écriront sera utilisé après dans le futur, etc., etc. Donc là, on l'a vu tout à l'heure aussi, on peut mettre en valeur ces activités. Là, tout à l'heure, on a créé des liens sur la scénarisation. Maintenant, on va essayer de les mettre en valeur. Eh bien, là, on va pouvoir un peu plus préciser pour Ségolène donc le mindset après le feedback. Donc, le feedback, eh bien, on va pouvoir le mettre évidemment
en proactif avant certaines expériences éducatives qui peuvent paraître peut-être complexes ou des choses comme ça, pour essayer, parce on connaît les difficultés de certains contenus disciplinaires, donc c'est bien de le préciser donc aux apprenants qui ne se trouvent pas perdus au moment de les suivre. Donc ils peuvent être aussi avant des évaluations, on peut aussi mettre des éléments de régulation dans les mails avec le community management. Pour l'état d'esprit, alors là, évidemment, on peut aussi travailler sur cet état d'esprit avant, donc dans le teaser, hein, pour engager un peu plus les apprenants. Mais on peut aussi en parler, par exemple, dans les objectifs. Alors justement, on parlait des différents états d'esprit. On a un état d'esprit qui s'appelle l'état d'esprit de délibération et l'état d'esprit de mise en œuvre, qui est un état d'esprit qui est décrit dans la littérature, mindset, hein, qu'on retrouve, qui est séquentiel. Hein, la délibération, c'est plus de la, plus centré sur la motivation, c'est le choix des objectifs. L'état d'esprit de mise en œuvre, c'est plus un état d'esprit qui va être basé sur la volition, c'est-à-dire ce qui permet de faire acte de volonté pour pouvoir valider des objectifs. Quand je vous dis, par exemple, après ce webinaire, vous allez pouvoir modéliser avec un crayon et un papier votre formation, et bien là, je vous donne les moyens d'imaginer que vous allez pouvoir valider ces objectifs. Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit qui est utile pour l'engagement. L'évaluation formative, classiquement dans Fun, on voit qu'elles sont souvent mises après, mais il ne faut pas hésiter à mettre en place le testing effect. Hein, comme quand je vous dis qu'est-ce que c'est que le micro-learning pour vous, eh bien, ça vous fait faire un effort de mémorisation, en fait, un effort pour vous souvenir de ce que c'est, ou vous allez imaginer ce que c'est. Donc, je risque de créer un besoin, et ça risque de vous rendre plus actif, en tout cas, plus intéressé à ce que je vais dire ensuite. Donc, l'évaluation formative, elle a plein de rôles qui peuvent être intéressants à positionner dans une scénarisation pédagogique. Et ensuite, les pauses sur les moments critiques. Alors, là, je vous représente la même chose avec les pièces du kit, qu'on utilise, nous, pour scénariser donc, les formations. Mais vous, évidemment, vous n'avez pas forcément le kit pour pouvoir scénariser vos formations. Vous pouvez déjà réutiliser un certain nombre de principes pour pouvoir le faire avec juste une feuille et un papier. Donc, en conclusion, donc on a vu ensemble une méthodologie de scénarisation. Il y en a certainement d'autres. Vous avez peut-être vous-même déjà vos propres habitudes. Mais là, vous voyez qu'elle est très globale et qu'elle permet de prendre en charge un certain nombre d'expériences éducatives de manière extrêmement large, pas que du formel, mais aussi de l'informel, aussi le community management. Donc, on voyait ça permet de faire des liens entre les différentes formations, entre les différentes activités, pardon. C'est très important pour la mémorisation à long terme. Donc, vous avez vu qu'on peut analyser, mais aussi on peut créer des MOOC directement avec ce type de méthodologie. Donc, c'est bien d'anticiper un certain nombre de difficultés et des différents rythmes que l'on peut avoir dans les formations. Donc, on a vu ensemble, depuis l'inscription et pendant le MOOC, comment on peut modéliser. Et comme le disait Karine, on est là pour vous écouter pour des idées, à la fois pour scénariser peut-être après le MOOC l'engagement de nos différents apprenants. Alors, je me permets juste de vous afficher quelques références pour la forme, si vous voulez y faire référence. Voilà. J'ai terminé la présentation, donc je serai content avec Karine maintenant d'écouter vos questions. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser des questions peut-être sur le chat ou ou directement prendre la parole. Rebecca va nous dire cela. Donc, il se trouve, oui, qu'avec Karine, par le pur des hasards, je suis allé la voir à Grenoble pour travailler sur la scénarisation de leur MOOC. Et donc, on a pu effectivement voir ensemble comment articuler aussi nos présentations et mieux les scénariser. C'est ça. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions directement qui sont dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que là, il y a eu des questions un petit peu au fil de l'eau. Mais n'hésitez pas à les reposer pour que Emmanuel et Karine puissent y répondre directement. Et puis, si vous... Ah bah, super. J'ai une question d'Élodie. Avez-vous constaté une augmentation du nombre d'apprenants actifs dans vos MOOC en comparaison avec vos autres MOOC? Alors, la question est pour toi, Karine, parce que pour moi, voilà. Oui.
Eh bien, très bien. Eh bien, en fait, on a mis en place un peu tout ça, pour chaque MOOC. Par contre, on voit que dès qu'on a mis les vidéos, par exemple, de Modado, dès qu'il y avait des BD, pour illustrer, des théories et qu'on faisait le lien vers le forum, c'est sûr et certain qu'il y avait des échanges à partir de ces contenus-là. Donc, je ne sais pas s'il y aurait eu d'autres manières, d'avoir des échanges sur les forums. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la carte collaborative, c'était une des discussions du forum qui marchait le mieux. Voilà, c'est plus au sein même du MOOC, on voyait quelle discussion avait le plus, d'interaction. OK. Ça vous va comme réponse ou? Ouais. Ouais, bah, je laisse Élodie du coup nous répondre. Très Mais bien. on va passer à la question d'Odile. Comment évaluez-vous l'impact de vos efforts de scénarisation, pédagogie, etc. Alors les efforts, les efforts, Alors, je oui, pense que tu as vas-y. déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent on voit que les forums sont peu utilisés, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va poser une question et puis une autre, etc., et qui vont pas forcément y avoir d'échanges. Eh bien, ça va être peut-être le nombre d'échanges que l'on va pouvoir voir dans les forums. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que l'on peut voir. Oui, parce on n'a pas les statistiques de toute façon sur, les vidéos, donc c'est justement des outils qui nous permettent de voir où vont les apprenants. Pour les évaluations formatives, c'est un peu comme tout le monde, à la fin, en général, on tourne toujours autour des 10 qui arrivent jusqu'au certificat. Mais finalement, nous, on le voit vraiment, on cherche plus à observer, une dynamique sur le forum dans l'entraide ou comment les gens arrivent à participer aussi, à se donner des idées. On voit que, quand on lance des discussions, les gens sont avant que l'enseignante réponde aux questions, les enseignants répondent aux questions, on arrive à mieux, concerner les autres apprenants et on voit qu'ils s'entraident et d'ailleurs, c'est un bon conseil de pas laisser la parole aux enseignants, trop vite dans la semaine. Voilà. OK. Alors, une question de Laure. Est-ce que vous avez surtout observé un maintien de l'engagement des apprenants au fur et à mesure des semaines? Je pense qu'on y a un petit peu répondu aussi. Eh bien, ouais, donc c'est, l'engagement au fur et à mesure des semaines, bah, en général, c'est ceux qui sont les plus motivés et justement qui participent le plus au forum. Donc, en fait, ça garde un peu la même dynamique. Après, ils sont plus dans l'échange entre eux, quoi. Voilà. Mais c'est pas je peux pas en dire plus. OK. Une question de Josia. Merci à vous deux. Peut-on avoir des exemples sur la codification pause changement de rythme? Alors, donc bonjour Josia de l'Université de Bretagne occidentale, hein, que j'ai rencontré aussi pour la scénarisation des MOOC. Donc, je vois une question bien orientée déjà. Donc en fait, on a vu qu'on a mis des pièces rouges justement pour essayer d'identifier les moments un peu critiques. Alors ces pièces rouges, elles ont deux avantages. Alors elles ont deux utilisations en fait. La première, c'est quand on va analyser un MOOC, eh bien on va pouvoir repérer sur la scénarisation des moments où justement il n'y a pas les pauses. Et là, on va commencer à venir les positionner dans la scénarisation pour une réingénierie, pour justement changer les activités qu'il va y avoir peut-être après pour qu'il y ait des changements de rythme. Donc là, comme ça, visuellement, on va pouvoir voir des activités qui risquent d'être peut-être trop contraignantes sur le plan de la charge mentale et après des activités qui vont permettre un petit peu de repos. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et ensuite, il y a la possibilité aussi de voir ces changements de rythme avec les changements de couleur et de type d'activité. On a vu qu'il y a du passif, des activités par exemple comme des vidéos, des podcasts qui peuvent être des fois qui peuvent un peu endormir les gens. Eh bien, on va leur proposer des activités qui vont être un peu plus actives. Ou alors, on va avoir des stratégies pour rendre des vidéos qui sont un peu trop passives actives.
Je donne un exemple. Il y a des équipes pédagogiques qui font des MOOC qui proposent de donner les questions de l'évaluation avant la vidéo pour pouvoir permettre à l'apprenant en fait d'avoir une vision de la vidéo qui va être filtrée par justement ces questions-là et de rendre leur visionnage beaucoup plus actif en fait. Donc on est sur toujours un contenu qui est passif, qui est la vidéo, mais on rend l'attitude des participants beaucoup plus active. Et donc ça aussi, c'est des choses que l'on va pouvoir identifier en tant que changement de rythme, avec des pauses, avec des variations actives-passives. Et si tu veux, je peux montrer la modélisation du MOOC d'un chapitre du MOOC ado. Oui, bien sûr, oui. Pour montrer. Donc en gros, du coup, suite au rendez-vous avec Emmanuel, on a essayé de... Et pour la présentation, là, pour vous, en gros, j'ai essayé de modéliser justement ce qu'on a appris. Et donc, dans une semaine de MOOC, en gros, il y a plusieurs chapitres par module. Et donc ça, ce serait un chapitre. Et donc, dans ce chapitre-là, on voit justement les différentes couleurs, les objectifs cognitifs, affectifs qui vont être travaillés dans cette semaine et les différentes unités. Un début, une fin, le mailing et le forum. Et en fait, on les met en lien aussi avec ce petit outil-là. Donc, en gros, dans notre chapitre, on a bien les objectifs et le plan. Ensuite, on voit que dans cette semaine, on aurait pu simplement avoir une vidéo pédagogique plus la vidéo, donc numéro 3, vidéo Modado, dont on vous parlait. Mais on a aussi eu envie de changer de rythme et de mettre une pause en proposant une bande dessinée qui est plutôt rigolote, qui va jouer sur un stéréotype de l'adolescence, par exemple. Et c'était Nathalie Jomard, les BD de Nathalie Jomard, elle nous avait autorisé à les utiliser dans le MOOC. Et donc, c'est bien cette partie-là. Donc ça, c'est passif aussi, mais on joue sur un objectif affectif. Voilà. Ensuite, il y a la vidéo pédagogique, l'évaluation formative sur la vidéo qui permet d'avoir la certification chaque semaine. Et on a notre vidéo de Modado qui arrive ici et qui est bien en lien avec le forum. Donc, séquence 1, unité 5. Donc, on retrouve 4, pardon, je me suis trompée. Le forum qui est là et qu'on retrouve dans les activités pédagogiques actives. Voilà. Ok. Est-ce que je passe à une autre question? Ouais. On a la question de Fabien. Bonjour et merci pour toutes ces infos. Pouvez-vous partager avec nous des exemples de scénarisation ou de liens entre différentes matières à transmettre? Alors, donc là, effectivement, si on propose une scénarisation vraiment très, très globale où on va avoir, par exemple, pour un enseignant du secondaire, des matières qui vont être différentes, eh bien, on va, comme on aura codé par séquence des contenus qui seront différents, on va pouvoir, pourquoi pas, faire des liens entre une matière à une autre parce qu'on aura identifié de manière unique toutes nos unités de formation. Donc ça peut être intéressant pour essayer par exemple d'améliorer la mémorisation de certains apprenants en leur faisant faire un effort passant d'une matière à une autre, par exemple. C'est-à-dire que quand on est dans une matière, par exemple, si on est en histoire et que l'on veut travailler, par exemple, travailler quelque chose en mathématiques, par exemple les multiplications, eh bien, on peut s'amuser à faire un lien dans la scénarisation de l'histoire vers les mathématiques. Et on sait que ça, le fait de passer d'une matière à une autre améliore énormément la mémorisation des apprenants, parce que ça leur demande un effort, hein, même si ça diminue un peu l'engagement. Voilà. Donc après, il faudrait montrer des scénarisations très spécifiques, hein, ou les créer en tout cas, pour pouvoir faire cela. Alors, une autre question de Ségolène qui dit « Merci, très intéressant, mais pas évident d'imaginer comment mettre en œuvre les éléments suggérés par Emmanuel.
Exemple, pause, numérotation non rebutante, mindset, etc. De plus, les enseignants ont beaucoup de mal à réduire leur contenu. Ils subdivisent parfois en plaquettes plutôt qu'en carrés. Oui, alors justement, alors quand je fais la présentation de la scénarisation aux ingénieurs pédagogiques dans les universités, j'ai eu la possibilité de bouger beaucoup en France pour ça, eh bien, c'est plutôt quelque chose qui est positif pour de la scénarisation, justement pour demander un effort aux enseignants de mieux réduire leur contenu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un certain temps de formation que l'on ne veut pas dépasser, et on va le distribuer en un certain nombre de petites plaquettes qui sont comme ça, en fait, voilà, de petites plaquettes. Et en fait, eh bien, quand on va leur dire que ça doit tenir absolument en tant de plaquettes et qu'ils ne devront pas dépasser tant de temps, eh bien, ils sont bien obligés de se rendre compte que sinon, ça ne rentre pas dans la maquette. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un argument supplémentaire, au contraire, pour leur dire de réduire leur contenu. Alors, je sais qu'ils ont toujours tendance à dire que tout est important, mais là, il faut leur dire qu'on va essayer de chercher l'essentiel dans ce qui est important, pour essayer de faire ressortir justement le meilleur de leur contenu. Karine. Non. Je voyais qu'il y avait plein de messages. Alors, on passe à la question d'Isabelle, du coup. Oui. Pour qu'on ait le temps de répondre à tout. Donc, pour les idées sur l'après-MOOC demandées par Karine, avez-vous essayé de mettre en place des modalités de suivi de groupes de type alumni, comme cela se fait en école d'enseignement supérieur privé? Exemple, cela permettrait notamment de mobiliser des mentors sur les MOOC suivants. Et non, j'ai pas encore étudié ça, mais c'est une bonne idée. Et j'ai vu aussi que Charlotte nous parlait de LinkedIn pour créer du lien une fois les MOOC fermés. Voilà, donc merci beaucoup pour ces idées. Je garde en tête. Et donc, pour LinkedIn, on peut imaginer justement une petite plaquette LinkedIn dans la scénarisation, et de temps en temps, on fait sur cette plaquette, on fait des liens avec certaines unités de formation, même pourquoi pas aussi avec des éléments de communication, et c'est ça qui nous permettrait d'organiser quels sont les contenus que l'on va pouvoir diffuser, par exemple, sur LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qu'on planifie aussi dans la scénarisation. Facebook, etc., bien sûr. Alors, je vais prendre encore 2 petites questions parce qu'on ne va pas avoir le temps, du coup, de répondre à tout. Puisqu'il est déjà 57. Alors, je vais reprendre la question de Arnaud. Relativement à votre nombre d'apprenants actifs, les 10% finaux, quelle part de ces apprenants participent sur vos forums? Combien de réponses en moyenne? Merci. Eh bien, c'est en lien avec, on va dire, ceux qui ont les chiffres sont en lien avec les résultats aux évaluations formatives, en gros. C'est ceux qui participent sur le forum terminent aussi leurs évaluations. Mais on regarde pas les chiffres. On n'est pas très chiffres. On est plus humain. Ok. Alors, une question de Vincent, l'avant-dernière, du coup. Le kit de scénarisation fait-il l'objet de déclinaison en fonction du public touché? Exemple, étudiants, personnes en activité. Alors, je ne sais pas s'il peut prendre la parole, Vincent, pour nous expliquer la différence entre étudiants et personnes en activité. Non, pas possible. Donc, si Vincent peut l'écrire très rapidement. S'il peut l'écrire très rapidement. En fait, l'idée, c'est que la scénarisation, elle est pensée pour être vers un utilisateur final après. Donc, quelle que soit la personne qui va recevoir le contenu, qui est destinataire du contenu, on va le décliner. Donc, on peut imaginer des parcours qui pourraient être faits pour, évidemment, l'enseignant. Et dans ces cas-là, on va le coder pour que ce soit spécifiquement enseignant. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre des limites, on voit début et fin entre chaque parcours qui sera différent. Donc, on peut imaginer avoir effectivement des interventions qui ne sont pas à destination des apprenants, mais qui vont quand même être codées. Donc, c'est tout à fait possible. Oui. Comme on peut faire aussi, là on est dans le cadre des MOOC, mais on peut évidemment coder des formations complètement non linéaires. On peut imaginer des parcours différenciés avec une évaluation diagnostique au début qui va envoyer vers certains parcours, etc. etc. Hein, l'idée, c'est de pouvoir en fait tout scénariser. Ok. Alors, il y a Vincent, du coup, qui a donné un exemple, donc l'exemple enseignant.
Voilà, c'est ça. Donc, là, j'ai Pas répondu, répondu, voilà. voilà. Et, t t t Par rapport à l'activité active là, de Modado, c'est parce qu'on fait le ah lien oui, avec C'est la question que j'allais prendre. le forum. Il y a les discussions dans le forum, oui. voilà. Alors, Muriel, ouais, qui nous dit ça. Alors effectivement, à partir du moment donc on est sur quelque chose qui est une vision, on va coder en fait nos activités en fonction de notre ressenti. Si on considère que l'activité, même si c'est une vidéo, est active parce qu'on va demander après, de faire un lien directement avec le forum, beh, rien n'empêche de la coder dans actif parce que pour nous, c'est quelque chose qui va déclencher une action chez l'apprenant. Donc c'est, Oui, parce qu'en fait, la vidéo, à chaque fois, il y a une question qui est reliée au thème du MOOC et donc cette question, elle va permettre de réutiliser les contenus théoriques pour, analyser aussi cette vidéo, quoi. Voilà, si on veut. c'est ça. Donc elle est conçue pour être active cette vidéo, Mmh. en fait, c'est pour ça. Ouais. Bon, beh, écoutez, je vous Et oui, merci. pour les devinettes, très très bien. Moi aussi, j'aime bien les devinettes. En tout cas, n'hésitez pas à lire, aussi, même les personnes qui nous suivent sur le webinaire, à lire, les interventions des participants dans le chat. Il y a des très bonnes idées. Il y a des interventions qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez pas à lire aussi et puis chacun répond à la question de l'autre. Donc c'est aussi intéressant. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, même si le sujet est très intéressant. Je sais qu'on pourrait y parler encore, pendant très longtemps. Et je vous remercie, pour votre attention et je remercie également Karine et Emmanuel pour leur intervention et pour leur présentation, qui était, ma foi, très intéressante et qui a suscité beaucoup d'interrogations de la part de nos participants. Merci. Juste pour rebondir un petit peu, du coup, on aura des prochains webinaires, hein, sur cette saison 3. On a un prochain webinaire en fin mars, donc jeudi 23 mars, sur, comment faire monter en compétences, vos apprenants sur les cours en ligne. Donc n'hésitez pas à y participer également. On aura d'autres intervenants, de d'autres universités. Vous allez recevoir les informations, très prochainement, par mail, comme d'habitude. Voilà. Bah, je vous dis merci à tous et je vous souhaite un très bon appétit. Merci à tous. Merci, Plus. Au merci revoir. à vous. Merci.